Grave, 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 les enfants. Oscar Galapagos a vu un film grave. Et d'ailleurs, le film s'appelle Grave. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, bon, sorti en 2017, hein, il n'y a pas très longtemps, mais il était pas, je l'avais pas aperçu. Premier film d'une certaine Julia Ducournau, Grave. Eh ben, écoutez les gars, ça décoiffe grave, hein. Alors voilà, je vous raconte l'histoire très très rapidement. Je vous plante le décor en fait. L'histoire, je vous la raconte pas. Il y a Justine, c'est une jeune adolescente. Elle a un prénom qui fait penser un petit peu au Marquis de Sade, et elle entre dans une école vétérinaire, une école où sa sœur est déjà étudiante dans les années ultérieures. Elle et dans sa famille, tout le monde est végétarien. Et malheureusement, lorsqu'elle passe par le bizutage, bah vous savez que les carabins adorent faire des cérémonies décadentes, etc., etc., ont la force et je ne vais pas vous dire qui dans un premier temps, à manger de la viande. Et à partir de là, eh ben, on peut dire que ça fait comme qui dirait bouger quelque chose. Un de mes amis a dit, oui, on voit bien que ça appuie sur quelque chose, hein, et si vous me permettez à moi-même cette licence poétique, je vous dirais qu'à partir de là, ça barre en couille grave. Ouais, ouais, ouais. Elle a le rognon méchant, la Justine, hein. Alors le film est classé dans la catégorie horreur. Ouais, ouais. Et moi, écoutez, les films d'horreur, je flippe comme une... hein, je peux pas regarder les films d'horreur. Mais à la vérité, celui-là, c'est pas vraiment un film d'horreur. Enfin, c'est un film mixte. Il y a cette dimension, en fait, de film psychologique, hein. Il y a une ambiance lourde, il y a une ambiance inquiétante. Et c'est une descente, en fait, au fond de soi, hein, que fait le personnage et que fait aussi le spectateur pour lui-même à la suite de ce personnage. Au fond de soi, une espèce de régression, hein, jusqu'aux fantasmes les plus primordiaux que sont les fantasmes de dévoration, d'ingestion, de réduction à l'identique ou de séparation. Il y a aussi un scénario qui est extrêmement cohérent, qui est vraiment très bien mené, très bien maîtrisé, dont chaque élément est lourd de signification. En fait, il n'y a pas de scène creuse dans ce film, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment moins bon, hein. On est tenu par un déroulement des choses qui maintient la qualité, l'attente, le suspense, la tension à un même niveau, voire à un niveau qui va crescendo au fur et à mesure du temps. Alors on a deux sœurs, hein, qui n'en font qu'une en réalité. On a le sexe et la bouche, on a la chair et le sang, l'amour et la mort, le sommeil et le vampirisme. On a tout ça, hein, chaque élément trouve sa place dans un ensemble aussi, parce que c'est pas le tout, hein, de larguer comme ça, comme d'un gros bombardier en haute altitude, des thèmes lourds et explosifs. Il faut aussi savoir les mêler, les mélanger, les arranger les uns avec les autres. Et en fait, dans le film de Julia Ducournau, tout ça tient debout, tout ça fait architecture. Et c'est extrêmement efficace, hein. Les images vous reviennent ensuite par flashback, plus de 48 heures après, enfin en tout cas dans mon cas, pour insister de l'intérieur et pour revenir dans une méditation un petit peu interne. Alors, il y a une dimension de découverte. Eh oui, il y a la découverte. C'est celle que fait le personnage principal, une découverte subjective. Mais il y a une autre dimension exactement opposée qui fait paradoxe avec cette première, c'est l'idée de répétition, et en particulier de répétition familiale, hein. Objectivement, rien ne bouge. L'histoire des ancêtres se reproduit à l'identique dans l'histoire des enfants. Mais le personnage ne le sait pas, hein. Il y a l'écho de ces grandes tragédies grecques, et en particulier peut-être Oedipe, hein. Il ne le savait pas qu'il était en train de reproduire exactement ce qui était de toute éternité écrit pour lui à l'avance. Elle découvre, cette Justine, qu'il y avait, oui, de sacrées bonnes raisons pour que la viande soit interdite dans la famille. Oui, oui, oui. Alors les abîmes du personnage s'ouvrent en début de film et se referment sur elle à la fin, hein, à mesure que l'enquête
est sur le point de se clore, de trouver sa cohérence, que les éléments pour elle s'agencent, eh bien elle découvre en fait qu'elle est prise dans une répétition. Et tout juste y a-t-il dans la dernière scène une toute petite fenêtre d'échappée possible dans cette scène étrange et dans cette scène inquiétante. Et je suis désolé, j'ai pas d'autre terme que ces deux-là, étrange et inquiétante, avec son père, cet acteur-là, Laurent Lucas, ce père à la lèvre fendue, cet acteur absolument qui fait tout le temps des seconds rôles, mais qui a une espèce je sais pas moi, il est vraiment bizarre. Et puis la lèvre fendue, ah oui, ben oui, on comprend à la fin pourquoi il avait la lèvre fendue. C'était pas un bec de lièvre en fait. La répétition, oui, ne pouvoir sortir du cercle, former du retour de l'identique, tout en vivant ces choses subjectivement dans la dimension d'une enquête et d'une découverte, c'était également ce dispositif paradoxal qui était le noyau d'un autre classique du genre, The Shining, de Stanley Kubrick. Eh oui, eh oui. Dans lequel il y avait d'autres choses qui s'ajoutaient aussi. Il y avait la dimension d'enfermement physique dans ce lieu qui était l'hôtel, et la déambulation labyrinthique. Alors en fait, nous sommes tous à mener une espèce d'enquête au sujet de nous-mêmes. L'enquête est souvent au point mort, mais elle est périodiquement relancée. Et nous sommes tous persuadés d'une version des faits. Bah oui, bah oui, bah oui. On se fait des films à propos de nous-mêmes. Ça, il n'est point besoin de l'expliquer. On se fait des films quand de vrai absolument rien n'indique que notre croyance à propos de nous-mêmes soit effectivement fondée en vérité. Eh oui. Mais alors quand notre enquête à propos de nous-mêmes se relance à la faveur d'un événement inattendu ou d'un je ne sais quoi qui fait irruption, que pouvons-nous découvrir sur le chemin de cette quête? Que pouvons-nous découvrir à propos de nous-mêmes? Eh bien en fait, il n'y a pas 10 000 solutions. Il n'y en a que deux à la vérité. On peut découvrir que nous sommes voués à la répétition éternelle du même, comme ces héros tragiques, à l'accomplissement pur et simple, ritualisé de quelque chose qui est déjà écrit, et ce jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ou bien il y a l'autre solution. On peut découvrir également que nous sommes promis à la libération. Eh oui, eh oui, eh oui. Que nous sommes promis à l'échappée belle, que nous serons quelque part sauvés, quand ce n'est pas que nous nous apercevons que nous avons déjà été sauvés. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Et tel est le sens dans le film des ultimes paroles du père à sa fille, qui lui dit « Tu sauras bien t'en sortir, ma puce. T'en sortir, en sortir de quoi exactement? Eh bien justement de ce qu'il vient de lui révéler visuellement au moment où il prononce cette phrase. Et ce qu'il vient de lui révéler visuellement, c'est son enfermement total, absolu, presque absolu, dans le cercle fermé d'une répétition éternelle. Et oui, oui, il faut passer dans la moulinette de ces séquences qui se répètent, dans l'espoir que peut-être se fasse jour, un jour, une nouveauté, dans le désir que cette matrice qui nous porte, cette matrice reproductrice, cette matrice répétitive, finisse par accoucher de nous, et peut-être d'un nous autre et d'un nous différent. Et je pense, en cette heure grave, mesdames et messieurs, au Rita Mitsuko qui chantait « Les histoires d'amour finissent mal en général ». Eh oui, eh oui, eh oui. Et si c'est le cas, si elles finissent mal en général, ces histoires d'amour, c'est sans doute qu'elles sont pas programmées pour finir ni bien, ni pour finir tout court, mais elles sont programmées pour se reproduire et pour se répéter, et pour reproduire et pour répéter en nous les mêmes séquences solidement enchaînées les unes aux autres, enchaînées solidairement, à tel point que nul corps étranger, nulle nouveauté, nul grain de sable n'est admis à s'y mêler. Alors, la réalisatrice de ce film grave, Julia Ducournau, est visiblement très talentueuse. Je crois que là, ça ne souffre pas de discussion. Mais elle est de ce fait à la croisée des chemins de son 7e art. Je dirais que le plus difficile maintenant se trouve devant elle, parce qu'elle s'est faite repérer. Maintenant, c'est une cible, maintenant, c'est une proie. Et oui, dans ce monde de cinéastes, c'est-à-dire d'ingénieurs de l'imaginaire, qui sont salariés par des banques, dont les fonds proviennent précisément des spectateurs, qui demandent à voir quoi? Des divertissements qui les éloignent de l'intelligence de leur esclavage.
eh bien, il est rare que quelque chose de réellement nouveau apparaisse. Et lorsque ça se produit, eh bien, grand est le risque que cette nouveauté se retrouve en quelque sorte cannibalisée par les forces dévorantes d'une machine qui ne fait avec nous qu'une seule et même chair. Mesdames et messieurs, la culture, c'est de la mienne, et gardez-vous-en.